population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la 94.3 Radio Cotonou. Hier, samedi 1er août, les Béninois dans la ferveur, c'était la célébration des 66 ans d'indépendance, la première fête nationale au Bénin sous la présidence de M. Romuald Wadani, après quelques semaines à la tête du pays. Un événement célébré comme toujours avec un défilé militaire sur le boulevard de la Marina à Cotonou. On peut le dire, c'est une semaine riche en actualité politique avec l'installation de la première mandature du Sénat au Bénin, une nouvelle institution qui continue de susciter beaucoup de curiosité. Nous y reviendrons. L'autre fait non négligeable au sommet de l'État est l'installation ce mardi 28 juillet du comité permanent de la Commission nationale de réforme du droit. Pour rappel, cette commission a été créée lors du Conseil des ministres du 15 octobre 2025 dans le cadre des réformes institutionnelles du gouvernement. Quelle est la portée réelle d'une telle démarche après les diverses réformes enregistrées au niveau de l'arsenal juridique de notre pays sous le magistère de l'ancien président Patrice Talon? Gardez votre position d'écoute pour savoir et comprendre. Installation du Sénat et du comité permanent de la Commission nationale du réforme du droit, enjeux et perspectives, c'est la thématique sur la dominicale de vérité franc-parler. Et justement, nous recevons un homme averti, Monsieur Gilles Badé. Il est professeur de droit public, expert et consultant en gouvernance démocratique. Professeur Gilles Badé, merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio Cotonou. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Merci. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, la prise de vue Job Chikpey à la présentation Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes, comme toujours, pour vous permettre d'opiner et, bien entendu, de poser vos questions au numéro 01 68 87 67 ou le 01 50 52 52 73. Vous pouvez aussi laisser vos questions via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. À nouveau, bonjour à vous, professeur Gilles Badé. Bonjour. Alors, le droit public, concours de circonstances ou un rêve accompli? Le droit public. Oui. Mais le droit public est indispensable. On a dit public, c'est-à-dire qui concerne tout le monde. Vous savez, nous sommes tous composantes de l'État. Parce que quand on définit l'État, on parle du territoire, on parle du pouvoir, mais on parle aussi de la population et de la souveraineté. Donc le droit public s'occupe de tout ça en essayant de voir dans quelle mesure est-ce que les bonnes institutions, les bonnes pratiques sont installées pour le bien-être collectif, pour l'intérêt général. Donc le droit public est plus qu'indispensable et la qualité du droit public est une condition de bien-être collectif. Donc c'est ça qui vous a séduit? Oui, tout à fait. Le droit public, c'est le droit de la puissance publique, comme j'aime à dire. On avait, paix à son âme, le professeur Moncotan qui aimait tellement insister sur cette notion de puissance publique. Moi, j'ai fait le droit privé, j'ai fait jusqu'au master droit des affaires et fiscalité, avant de me concentrer sur le droit public, le droit de la puissance publique, le droit de l'intérêt général, contrairement au droit privé qui est le droit qui sécurise le patrimoine privé, qui sécurise les personnes et qui, en comparaison au droit public, semble un peu égoïste, alors que le droit public est généreux, c'est l'intérêt général, c'est le bien-être de tous. Il y a quelque chose qui m'a séduit des années en arrière, je le rappelle ici. Vous avez eu une opportunité pour aller aux États-Unis et ça tombait à un moment précis où la Cour constitutionnelle faisait un événement majeur. Et vous avez dit, je préfère reporter cette opportunité et donc participer à cette célébration au niveau de la Cour. Pourquoi? Dites-nous concrètement. Oui. Juste une confection. Oui, d'accord. Oui. Non, c'est un rêve qui se réalisait. Je ne pouvais pas manquer. Pour les États-Unis, je pouvais y aller à tout moment. La preuve, j'y suis allé sur invitation de la conférence des barreaux américains et je vais pouvoir y aller encore à convenance. Alors que cette opportunité qu'on me donnait en tant que jeune cadre
de montrer mes performances au niveau d'une institution comme la Cour constitutionnelle, c'était un rêve qui pourrait ne pas revenir si je manquais de me montrer disponible et efficace à ce moment-là. D'accord. Merci beaucoup pour la franchise. Alors, célébration de la fête de l'indépendance, 66 ans après la cession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Vous avez suivi où? Sur place ou bien dans votre fauteuil? J'ai suivi dans mon fauteuil devant la télé, ce qui est une autre manière de suivre après avoir occupé des hautes fonctions qui me mettaient dans les tribunes les plus intéressantes. C'est ça. Suivre aussi de la maison les commentaires des journalistes, les explications qu'on a au fur et à mesure. Ça aussi c'est pas mal, je l'ai expérimenté depuis 2 ou 3 ans et je trouve que c'est passionnant. C'est une belle perspective aussi. D'accord. Alors, quelle a été votre impression quand vous avez suivi cette célébration? Et alors, la plupart des Béninois ont été fiers de comment est-ce que les mutations peuvent se faire dans la paix, dans la tranquillité et dans l'unité nationale. Les gens se sont émerveillés de voir l'ancien président de la République qui a accepté à la fin de cette mandat de ne pas résister, de ne pas chercher à s'imposer, de partir et de laisser la place au nouvel élu. Les gens se sont émerveillés de voir que le nouvel élu n'est pas un ancien en tant que tel, mais il comprend déjà, il maîtrise déjà la fonction et il est entré dans la fonction et il le montrait devant tous. Les gens se sont émerveillés de voir qu'une nouvelle institution s'est créée et que cette nouvelle institution regroupait des personnes qu'on pensait ne plus pouvoir se parler entre elles, notamment les hautes personnalités de l'État, qui ne font que multiplier les gestes de rapprochement, les gestes de prise en compte de l'intérêt général plutôt que de leur intérêt particulier, et qui montrent effectivement qu'ils ne sont plus là pour faire de la politique politicienne, mais qui sont là pour accompagner les jeunes générations à ne plus faire les mêmes erreurs qu'eux, à aller un peu plus vite et à aller de manière un peu plus efficace. Les gens se sont émerveillés de l'intégration africaine, car ils ont vu la participation d'une armée, d'un État voisin, d'un État puissant, qui est le Nigeria, qui est venu montrer sa solidarité à nouveau, puisque nous avons eu la chance de bénéficier de l'expertise et de la solidarité du Nigeria lors des moments douloureux de décembre 2025. Et donc, ils sont revenus montrer tout leur attachement à cette intégration. Et nous avons aussi montré notre priorité pour cette intégration. Le président de la République, quand il est arrivé, il est allé d'abord au Nigeria comme premier pays. Il est ensuite allé dans presque tous les autres pays de la sous-région, montrant un peu son intérêt pour l'intégration économique, pour l'intégration des peuples et pour le développement du Bénin, qui ne peut se faire sans la participation des pays voisins. Et donc de voir le Nigeria venir participer et ouvrir ce défilé était également un signe de satisfaction de nous tous. Donc voilà les grands symboles qui ont marqué cette cérémonie, sans oublier aussi l'exécution de l'hymne national en langue d'Indi, parce que nous avons exécuté l'hymne national par le passé en Adja, et il était important de montrer toujours cette unité nationale à travers d'autres espaces culturels du pays qui montrent également leur participation et leur solidarité, leur communion avec l'ensemble du reste de la communauté nationale. D'accord. Alors, sous quel regard ou je dirais sous quel angle vous avez regardé particulièrement le président Romuald Ouadani au cours de cette cérémonie? Oui, pour moi, c'était le regarder comment il est entré pleinement dans ses fonctions. D'accord. Vous savez, le Bénin, la constitution béninoise est l'une de celles qui concentre dans le président de la République beaucoup de pouvoir. Il est chef de l'État, il est chef du gouvernement, il est chef suprême des armées. Et même si on peut continuer, on peut encore dire chef suprême de la police républicaine, chef suprême de l'administration, etc. C'est lui qui détermine et conduit la politique de la nation. Donc, le connaissant comme ayant exercé d'autres fonctions pendant des années, il était important de voir comment il incarnait à nouveau cette fonction et comment cela pourrait rassurer. Vous savez, le peuple adore les symboles.
adore s'identifier. Donc, le président de la République a montré qu'il était effectivement rentré dans ses fonctions et qu'il avait une part d'autorité, mais aussi une part d'humanité, parce que les gens parlent de social, les gens parlent d'une certaine flexibilité du pouvoir. Il a montré à travers des images pleines d'émotions à l'égard de sa famille, à l'égard du peuple ordinaire qui est venu le voir, où il est descendu à plusieurs reprises pour prendre ce bain de foule et saluer, remercier tous ceux qui sont venus, disons, participer à cette communion nationale. Donc le président de la République a su incarner tour à tour le respect des anciens en allant au monument des dévoués, la fonction de chef suprême des armées en faisant de manière impeccable la revue des troupes et une forme d'humanisme et d'ouverture en montrant disons, son côté humain avec toute la famille. Vous avez vu, les personnalités qui ont été saluées ont été beaucoup plus nombreuses que les personnalités qu'on avait l'habitude de saluer. Il a fait le tour de l'ensemble des personnalités et il ne s'est pas contenté du premier rang. Il a salué aussi les gens qui étaient au deuxième rang. Tout ça, c'est des petits symboles intéressants pour voir de quel président avons-nous affaire, avec quel président nous sommes en commerce. Et donc je pense que tout cela m'a fortement marqué et le président a su n'oublier aucun signal pour montrer que aussi bien les grands que les plus humbles, que les plus ordinaires feraient l'objet de ses préoccupations. Alors, quand vous regardez donc en termes de présidence, en termes de gouvernance vraiment au sommet de l'État, quand vous voyez les séries, hein, la série de présidents qu'on a connus jusqu'à ce jour, est-ce que pour vous, c'est vraiment une source de fierté quand on voit les hommes qui ont dirigé le Bénin jusqu'à présent? Absolument. Chacun a incarné quelque chose de particulier. Même s'il doit faire l'effort d'incarner plusieurs choses, chacun a incarné quelque chose de particulier. Le président Soglo a incarné la renaissance, comme il a d'ailleurs appelé son parti, la renaissance d'un pays qui était en difficulté, qui était comme perdu. Le président Albert Evo Edre avait parlé qu'on a vaincu la fatalité. Donc le président Soglo, c'était quelqu'un qui est venu nous montrer qu'on ne devrait pas être défaitiste et qu'on pouvait en sortir. Le président Kérékou est revenu et il a incarné l'unité nationale, le pardon et le fait qu'on ne doit pas considérer qu'on est définitivement perdu lorsqu'on reconnaît ses faiblesses, qu'on reconnaît ses limites et que le peuple vous le concède. Vous pouvez encore participer à sa gestion, à son développement. Le président Yahi Boni est venu montrer le côté... il a voulu prolonger un peu avec le président Kérékou ce côté humaniste, ce côté où, bon, on n'a pas besoin de trop, même si on est docteur en économie, on n'a pas besoin de rappeler les grands concepts pour diriger l'État. On a juste besoin que les gens aient de l'espoir, que les gens, même si, en fait, c'est-à-dire que l'être humain, c'est le corps, mais c'est aussi l'esprit. C'est ça. Même si le corps ne se sent pas bien, si l'esprit est un peu chatouillé, on est heureux. Vivifié. On est heureux. Et ça, c'était le président Yahi Boni. Que les gens, malgré nos difficultés, se sentent heureux et aient de l'espoir. Et donc le président, chacun incarne le moment où il vient. Le président Talon est venu montrer que un pays ne peut pas se développer uniquement avec des sentiments, uniquement avec je vous aime. Il faut une main de fer, c'est ça? Voilà, avec je vous aime, vous êtes gentils, on est tous gentils et tout. Il faut absolument qu'on fasse des sacrifices ensemble, sans péril, mais qu'on fasse des sacrifices pour pouvoir en bénéficier après. Et donc lui, il a même dit qu'il assumait une certaine forme d'impopularité, si cela devrait être le cas, qu'il assumait, mais que les Béninois finiraient par comprendre pourquoi il fallait en ce moment-là faire ça pour que nous ne périssions pas. Et c'est ce qu'il a incarné. Il a incarné une certaine rigueur pour que le pays retrouve ses lettres de noblesse, retrouve une certaine forme de fierté et que maintenant les richesses produites avec cette rigueur-là puissent être à nouveau partagées. Et donc à son tour maintenant, le président Wadahi symbolise la continuité et la nuance. Celui qui
même s'il a participé fortement à la rigueur du temps du président Talon, doit maintenant remplir la promesse du président Talon et de lui-même, qui est que si vous serrez bien la ceinture pendant un certain temps, nous allons tous partager les fruits de la richesse. Donc le président Wadahi représente celui qui doit continuer la rigueur du président Talon, tout en ouvrant un peu plus les caisses pour que les richesses, que la rigueur sous le temps du président Talon, les richesses qui ont été produites soient mieux partagées. Et c'est pour ça que ces premières grandes décisions ont été des décisions où des fonds ont été débloqués pour des activités sociales majeures. Quand vous regardez le fait tout simplement que des personnes en situation où les pronostics vitaux sont engagés, ces personnes-là devraient bénéficier des soins avant qu'on ne leur parle de remboursement. Vous voyez toutes les précautions que ce président veut prendre à l'égard des artistes, à l'égard des personnes handicapées, à l'égard des personnes ayant certaines vulnérabilités, et cela ne fait que commencer. Donc tout cela montre qu'il y a une belle continuité au niveau de notre État et que chaque président de la République du renouveau démocratique a pu apporter ce qu'il fallait au moment où il le fallait. Tout le monde doit pouvoir, comme on dit, chaque génération doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Et je pense que les différents présidents que nous avons eus ont su, chaque fois au moment où ils venaient, ils ont su sentir ce sur quoi il fallait mettre le curseur pour que les choses continuent d'aller bien dans notre pays. Et on remercie les membres de nos ancêtres, Dieu Tout-Puissant, de veiller toujours sur ce pays qu'est le Bénin. D'accord. Alors, je reste un peu dans votre marigot, le droit. Eh oui, 66 ans d'indépendance. Est-ce que nous sommes vraiment indépendants dans le domaine du droit ? Justement, nous ne sommes pas entièrement indépendants. Mais nous avons fait un effort remarquable pour devenir indépendants. Vous savez que nous avons hérité. Il y a et d'ailleurs c'est le président Noël Baguidi de la commission de réforme du droit qui a commis un article très intéressant sur quel est le droit applicable dans notre pays il y a quelques années. Pendant que j'en parle, je me souviens. Et donc, il était directeur de la documentation et des études de la Cour suprême à l'époque. Ensuite, il a été directeur de l'École nationale d'administration, titulaire de la chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie, président du Conseil national de l'éducation. C'est lui qui nous avait enseigné à travers ses travaux quel était le droit applicable au Bénin. Et il avait parlé d'un principe de continuité législative. Ça veut dire que quand on a été indépendant, on a réceptionné tout ce que le colon nous appliquait. On avait un code pénal colonial, on avait un code civil colonial, un code de commerce colonial, et même nos constitutions de l'époque étaient rédigées par les colons et nous avaient été confiés pour y aller gérer le pays comme ça. Et suite à ces travaux, beaucoup de choses ont évolué. Par exemple, en matière de personnes et de la famille, vous imaginez par exemple les évolutions qui ont eu lieu en France, où il est possible là-bas, par exemple, d'avoir des couples faisant un mariage alors qu'ils sont de même sexe, et des situations où on peut faire le pacte civil de solidarité, le PACS, c'est-à-dire une forme de mariage sans être mariage, et on ne pouvait pas continuer à dire que ce droit-là s'appliquerait sans nuance dans notre pays. Donc très tôt, et on a introduit un projet de code des personnes et de la famille qui a abouti pratiquement en 2004 à une version béninoise du droit des personnes et de la famille. On a, en matière pénale, on a beaucoup évolué parce que nous avons eu ici un nouveau code pénal, un nouveau code de procédure pénale qui n'est plus exactement ce que les Français font. En matière commerciale, avec les 16 autres pays de l'OHADA, l'Organisation pour la modernisation en Afrique du droit des affaires, on a produit un véritable droit pour faciliter les choses aux investisseurs. Donc aujourd'hui, au regard de tout ça, nous pouvons dire que nous avons un droit qui tient compte de nos réalités, même si il faut continuer à veiller à ce que ce droit-là ne soit pas dépassé par les faits. Parce que c'est une course permanente entre les faits et les règles qui les encadrent. Les faits courent et dévancent parfois les règles qui les encadrent, de sorte que ceux qui font la loi doivent veiller chaque jour à faire en sorte que de nouveaux phénomènes qui n'ont pas été prévus par les tests ne viennent pas
contourner ce que les tests ont prévu, parce qu'on va vous dire que ce qui n'est pas interdit est autorisé. D'accord. Que ce qu'on n'a pas encadré, on peut faire ça comme on veut. Donc chaque jour, il faut dire, qu'est-ce que nous avons oublié? Qu'est-ce que le nouveau phénomène nous montre dans ce que nous avons oublié et sur lesquels nous devons travailler à nouveau pour que chaque fois l'encadrement de la société soit assez général et assez fort pour que des phénomènes sociaux ne viennent pas les dévancer et créer un désordre que nous n'avons pas pu régler. D'accord. Alors, le gouvernement du président Romi Al-Ouadani qui s'empresse en quelque sorte pour procéder à l'installation du comité permanent de la Commission nationale de réforme du droit dans notre pays, on peut poser la question avec tout ce qu'on a déjà eu là sous la gouvernance de Patrice Talon, qu'est-ce qu'on veut encore faire avec le droit béninois? Ça peut être une question posée par les citoyens. Oui, et il faut comprendre justement, c'est ce que j'essaie de dire, j'anticipais un peu. Oui. C'est-à-dire que en permanence, vous avez vu, quand on a mis en place au niveau africain, au niveau de 17 pays africains, ce qu'on a appelé donc l'Organisation pour l'amélioration en Afrique du droit des affaires, on a un secrétariat permanent qui est à Yaoundé, dont le travail, c'est la réforme du droit des affaires en Afrique. De façon continue. De façon continue. D'accord. C'est pour ça que c'est un secrétariat permanent. C'est-à-dire, c'est secrétaire permanent. Et le président de l'Auto, c'est ça qui dirige la Cour constitutionnelle, a été secrétaire permanent de cette organisation en Afrique pendant des années. Et leur travail, c'est ça. C'est-à-dire, ok, nous avons adopté un acte uniforme qui va s'appliquer, par exemple, en matière de garantie pour prendre des crédits à la banque. Qui va s'appliquer en matière de contrat de transport de personnes, en matière de contrat de transport de marchandises, qui va s'appliquer en matière de sûreté, en matière de comment on crée les sociétés, comment on crée les entreprises individuelles, etc. Et chaque fois, quand les choses commencent à s'appliquer, ils ont des structures qui essayent de regarder comment ça s'applique. Il y a des magistrats qui vont leur dire, ah non, vous avez cru que vous avez tout prévu, mais nous, les cas que nous rencontrons là, vraiment, il y a du nouveau. Hein. Ah, si vous ne réglez pas cette petite fenêtre, tout le monde s'engouffre dedans pour frauder. Il faut que vous régliez ça. Guinée, même une petite virgule, ça peut changer les choses. Oui, en Guinée, ils vont sauter, ils vont dire quelque chose. Et au Burkina, ils vont remarquer autre chose. En RDC, ils vont dire, ah, donc, à tout moment, les rapports. Et il y a des commissions nationales OHADA dans chaque pays qui regroupent les magistrats, les notaires, les avocats, les professeurs d'université, les commerçants. Et ils réfléchissent. Quand il y a des problèmes, ils essayent. Et on essaye d'analyser. Les experts vont regarder. Est-ce que c'est vraiment nouveau? Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose d'autre dans d'autres tests qui auraient pu régler ça? Ou c'est vraiment un vide? Si c'est un vide, comment on peut gérer? Quelles sont les solutions que d'autres pays ont pu trouver face à ces problèmes-là? Et chaque solution, quels sont ses avantages, ses inconvénients? Tout ça, c'est du travail sur plusieurs mois. Et c'est à l'issue de tout ça qu'on essaye maintenant de transformer ça en règles de droit avec des séminaires, des conférences pour expliquer, pour adopter, signer et maintenant mettre en œuvre. Donc, en mettant en place cette commission au Bénin, on fait pratiquement la même chose. Sauf que ce n'est plus réduit uniquement au droit des affaires. Ça s'applique maintenant à tous les domaines. Regardez les domaines, le numérique. Ça bouge tout le temps. Oui. Nous avions un ministère du numérique et on pensait qu'on avait déjà pensé à tout, mais là, le président vient de nous dire en charge de l'intelligence artificielle. Où est-ce que ça va nous amener l'intelligence artificielle? On parle de plagiat à l'université, par exemple. Mais dans quelle mesure est-ce que on peut utiliser de manière intelligente l'intelligence artificielle sans se rendre coupable de plagiat? Dans quelle mesure est-ce que nous allons... Moi, je me rappelle, par exemple, que quand nous étions étudiants, nous, on n'avait pas de calculatrice. On allait à l'examen. Moi, je suis allé au BPC sans calculatrice. Et c'était un peu surprenant parce que dans les pays voisins, les gens utilisaient déjà les calculatrices. Et quand je suis allé au Cameroun après, mais la calculatrice était autorisée. Alors que je me rappelle qu'à l'époque, encore dans nos pays, seconde, première, tu devais travailler de calcul mental et tout ça. Bon, c'est vrai, on a dit que ça a formé des cadres béninois très puissants et tout ça. On a pris un peu de retard en termes de technique, etc. Et aujourd'hui, tout le monde a des calculatrices. Moi, mon enfant doit aller au bac. On me dit qu'il y a une calculatrice spéciale qui coûte très cher, qu'il y a plein de fonctions et tout. J'ai dû fouiller tout, aller partout chercher cette calculatrice que j'ai achetée à mon enfant et tout. Et donc, les choses évoluent. Dans quelle mesure est-ce que l'utilisation de la technologie pour produire le savoir peut être considérée comme un travail original et efficace sans être considéré comme un plagiat? Dans quelle mesure est-ce qu'on va briser les tabous? Et quel enfant connaît vraiment encore les tables de multiplication? Les
table de multiplication. Nous, on avait ça au dos de nos cahiers et on reprenait ça. Mais aujourd'hui, on gagne du temps. Et je me rappelle à l'époque, quand on allait dans les caisses, les gens devaient faire des calculs mentaux et vous donner l'argent. Aujourd'hui, même si quelqu'un ne sait pas faire calcul, la caisse même, il y a code barre, on met le truc calcul, vous faites le truc, on met c'est 10 000 que j'ai, combien je dois rendre, on lui dit. Même les machines pour compter les billets. Mais le monde évolue. Et si le monde évolue, la réglementation de tout ça doit évoluer. Si on n'évolue pas, on va être tout de suite dépassé. Et donc, il est important qu'il y ait une veille stratégique. On a une veille des militaires, une veille des policiers, une veille des agents de santé, une veille des gens de l'environnement. Et pourquoi il n'y aurait pas une veille en droit? La veille en droit, parce que le droit est transversal, c'est le droit qui encadre tout ça. Qui cimente tout. Ouais. Et donc, ça ne veut pas dire que les juristes connaissent tout, puisque cette commission, on leur a dit, ils ne sont que 3 ou 4. Ils ne sont que 3 ou 4. Ils sont en fait le bureau permanent, comme le secrétariat permanent de l'OADA, qui va interpeller les gens de tous les domaines. Ils vont dire, écoutez, vous qui faites de la recherche scientifique, on fait des prélèvements, on va utiliser les organes des uns pour aller soigner les autres. Quels sont les problèmes que ça pose au plan scientifique? Expliquez-nous. Nous, les juristes, on va essayer de mettre en ordre. Est-ce qu'au Bénin, on a un spécialiste de droit de la santé? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Est-ce qu'on a un spécialiste de la protection intellectuelle, de la propriété intellectuelle, les plantes que nous utilisons, comment les introduire, la pharmacologie? Il y a tellement de domaines dans lesquels les choses bougent et le droit qui encadre cela doit être constamment en train de se remettre en cause, parce qu'à la mise en œuvre par les administrations, par la justice, par les populations, on va trouver des failles, on va trouver des choses qui sont dépassées, qu'il faut combler. Et leur travail est de chercher de manière permanente ces écarts entre la réalité et les tests, de façon à proposer aux gens. Et il faut comprendre qu'il y a tout un processus dans la production du droit. La présidence de la République doit se donner les moyens, parce qu'ils ont c'est eux qui font les projets de loi. Et ces projets de loi doivent aller maintenant au niveau de l'Assemblée nationale, être discutés par un organe pluriel et qui va regarder, va donner son avis, et le Sénat va également regarder à nouveau, et tout cela va revenir au niveau du gouvernement pour être soit revu, parce qu'on va dire non, nous demandons une deuxième lecture, telle chose vous a échappé, il faut revoir ça, ou qui va être promulgué, et on va commencer à mettre en œuvre. Donc, nul ne sera de trop. Et tous les niveaux, que ce soit le niveau du diagnostic, il faut faire un diagnostic. Il faut constater les problèmes. Il faut formuler ça en solution, amener ça en débat à l'Assemblée nationale, et vérifier par le contrôle du Sénat et de la Cour constitutionnelle si tout est impeccable avant de promulguer. Et dès le premier jour de l'application, le processus peut reprendre encore. Diagnostic, constat, réforme, discussion, adoption, contrôle de qualité, etc. Donc, si on met des acteurs sur tous ces champs-là, ce n'est que parce qu'on veut être efficace et on ne veut pas perdre du temps. On veut que les choses aillent bien et que ce soit les meilleures formules possibles que nous choisissions dans notre pays. En tant qu'expert, qu'est-ce que vous dites aux membres de cette commission? Alors, j'ai la chance de les connaître et je sais, je connais la qualité. D'accord. Je salue le professeur Igor Gedegbe, le rapporteur de cette commission, qui vient d'être promu professeur titulaire des universités au niveau du CAMES, c'est le sommet. Le président Noël Baguidi était déjà, j'en ai parlé tout à l'heure, il était déjà notre grand patron depuis des années, et son rapporteur vient de montrer aussi toutes ses qualités. C'est lui qui dirige aujourd'hui la chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie, et à côté d'eux, il y a un avocat, un magistrat qui contribue aussi en tant que praticien du droit à ce travail. Et donc, je n'ai pas de doute que ces personnes qui ont occupé les plus hautes fonctions en matière académique dans notre pays et qui sont, pour certains, au sommet de la recherche au niveau des universités, et pour d'autres, dans la pratique du fonctionnement des affaires ou des institutions, je ne doute pas qu'ils sauront non seulement eux-mêmes essayer d'identifier, mais trouver les bonnes personnes comme expertes qui vont venir les aider à identifier les problèmes qui ont besoin de réforme et à proposer les solutions idoines qui permettent de faire face aux problèmes identifiés. D'accord. Alors, fondamentalement, pour vous, cette commission-là doit travailler. Maintenant, il faut que les politiques les écoutent.
C'est un autre défi. Oui, cette commission, c'est l'outil du président de la République pour faire ce projet de loi. Il faut dire qu'il y a, c'est vrai qu'au ministère de la Justice, il y a une direction de la codification de la législation qui est dirigée par une magistrate de haut niveau aussi, qui fait ce travail-là. Mais l'ordre des choses, c'est que c'est le chef du gouvernement qui, en fin de parcours, fait le projet de loi. Et donc, un projet de loi, l'Assemblée nationale n'a pas forcément tous les techniciens dont le président de la République peut bénéficier pour produire ces tests. Donc, quand le travail arrive du gouvernement, on estime que c'est un travail de qualité. Et parfois, si on n'a pas le personnel qui suit pour faire les recherches qu'il faut, parce qu'en droit, il y a quelque chose de très important, c'est le droit comparé. On n'est pas seul. On est que dans une petite partie du monde. On a des voisins, on a des anciens qui font ça depuis. On va chercher chez eux. Quand eux, ils ont adopté ça, quel problème ils ont eu 10 ans après, quel problème ils ont eu. Nous, on ne va pas prendre un test aujourd'hui pour reprendre les problèmes que les autres ont connus il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Ça va être un désastre. Ça va être un désastre. Donc, nous avons des gens qui savent lire rapidement. En Tunisie, au Maroc, en Afrique du Sud, aux États-Unis, au Canada, en Inde, au Sénégal, au Rwanda. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment chaque pays, qu'est-ce qu'ils ont prévu? Le Rwanda, lui, pourquoi on a beaucoup de femmes au Parlement du Rwanda? Qu'est-ce qu'ils ont mis dans les tests pour qu'eux, ils aient beaucoup de femmes comme ça? Bon, nous, on a fini par faire quelque chose pour dire qu'il y aura une femme par circonscription dans notre Parlement. Mais le Rwanda, là, pourquoi il y a plus de femmes? Les gens disent très rapidement, ceux qui ne veulent pas fouiller, c'est parce qu'il y a eu la guerre, les hommes sont morts, et puis c'est les femmes qui sont venues. Non, ils ont écrit un test d'une certaine façon. Alors, la Tunisie a fait comment? Le Maroc a fait comment? Les États-Unis, le Canada, la France. Donc, c'est du travail. C'est ça. Si vous voulez faire le point juste de savoir quels sont les critères pour qu'il y ait plus de femmes au Parlement, ça peut vous prendre un mois de recherche pour 2 ou 3 personnes. C'est ça. Donc, les problèmes sont nombreux. Et donc, le gouvernement, quand il amène son test, on estime qu'il a mûri et que c'est une version très proche de la réalité qui est arrivée là. Donc, si le président de la République ne se donne pas les moyens de le faire, on ne peut jamais connaître tout. On ne peut jamais connaître. Il faut avoir cette humilité de dire, ok, moi je vais proposer des lois, des projets de loi, mais ces projets de loi-là doivent être de très haute qualité. Donc, je mets en place mes assistants juridiques, mes conseillers juridiques de très haut niveau qui on leur confie uniquement ce travail-là. Ils font le travail, ils me produisent des rapports, je fais les choix qu'il faut. Et un travail de qualité va à l'Assemblée nationale pour devenir loi. D'accord. Merci beaucoup à vous. On va attaquer maintenant le dernier point avant de donner la parole aux auditeurs. C'est bien entendu l'institution qui est nouvellement créée, au travers donc une révision qui est intervenue à la veille des dernières élections, de la dernière élection présidentielle. Le Sénat est apparu, les membres sont installés. Vous voyez qui pour diriger cette institution? Moi, écoutez, l'essentiel, c'est de considérer que c'est un organe collégial. C'est ça. Les gens, moi qui ai travaillé longtemps à la Cour constitutionnelle, je suis habitué à cette histoire de coup Ouensou, coup Olo, coup Dossou. Et moi qui ai eu la chance de participer aux délibérations dans ces organes-là, je sais qu'il n'y a pas de coup Olo, qu'il n'y a pas de coup Dossou, qu'il n'y a pas de coup Ouensou, il n'y a pas de coup Sosa. Il y a 7 personnalités qui discutent à égalité et qui essayent de se convaincre les uns les autres avant que la décision finale ne soit prise. Donc de la même façon, il n'y aura pas de Sénat Soglo, de Sénat Talon, de Sénat Yahi, de Sénat Olo, de Sénat Dossou, etc., etc. Il y aura quelqu'un pour distribuer la parole, quelqu'un pour mettre à l'aise tout le monde, pour ordonner, pour faire la police des débats. Et à la fin, il ne pourra pas s'imposer aux autres, les autres qui ne sont pas des nouveaux-nés, qui ne sont pas en recherche de leur premier poste, qui ne sont pas des enfants, qui sont, je vous rappelle, des anciens présidents de l'Assemblée nationale, des anciens présidents de la République, des anciens présidents de Cour constitutionnelle, et par le hasard des nominations, des anciens présidents de Cour suprême, et des anciens ministres. Vous prenez Madame Mathis Alidiatou, elle a été ministre pendant, je ne sais pas si c'est 15 ans, et elle n'a plus rien à perdre.
Qu'est-ce que vous voulez que ces gens-là... Vous voulez Madame Poyon, du haut de ses 89 ans, avec la bonne réputation qu'elle a, elle n'a jamais appelé au secours quelqu'un pour manger le matin, midi, soir. On va la chercher. Elle veut laisser une bonne image dans la République. Elle a un enfant avocat brillant que tout le monde connaît. Elle a une très bonne réputation. On va s'incliner, la saluer. Vous pensez que c'est maintenant qu'elle va laisser tomber tout ça pour faire plaisir à quelqu'un? Non, je ne pense pas. Je crois que ces gens-là, ce qui va les animer, c'est de laisser une marque indélébile de leur contribution à la paix et à la sauvegarde de l'unité nationale. Donc pour moi, peu importe la personne qui va diriger ce groupe-là, ils sont tous qualifiés. En tout cas, la loi dit que seuls les membres de droit peuvent être dans le bureau. Donc, ça va être... Rappelez-nous les membres de droit. Les membres de droit, c'est les anciens présidents de la République, les anciens présidents de l'Assemblée nationale et les anciens présidents de Cour constitutionnelle. Ça va être parmi eux. Donc, c'est pas compliqué. Le président sera soit Soglo, Yahi, Talon, Robert Dossou, Théodore Olo, Idi Kola Olé, Madame Pognon, Idi Kola Olé, Mathieu Kofinango, Mwedi, Vlavonou, Bruno Amoussou. Voilà. Le président, c'est quelqu'un parmi ces gens que nous venons de citer. Mais est-ce que les présidents peuvent être là et on ira choisir le président de la République et aller choisir le président de l'Assemblée ou... Il y a une forte habitude de privilégier ceux qui ont occupé les plus hautes fonctions. Donc, on pourrait, dans nos spéculations, dire que ça pourrait être entre le président Soglo, le président Yahi ou le président Talon, par exemple, en disant si on suit souvent comment ces anciens là font leurs choses, il se pourrait que ce soit parmi les trois anciens présidents de la République. Peu importe, celui parmi les trois anciens présidents de la République qui occuperait cette fonction. Moi, je pense qu'il va simplement conduire ces gens-là dans la qualité et que ces 25 personnalités vont pouvoir contribuer chacun à leur niveau dans le respect de l'égalité entre chacun d'eux. Ils vont contribuer à pacifier le pays. Alors, est-ce que ce n'est pas un monstre par hasard? Non, pas pour la gouvernance? Pas du tout. Je viens de vous dire, vous savez, tous ceux qui sont dans le management, dans la gouvernance... Parce que le pouvoir qui est concédé à l'institution, c'est pas à négliger quand même. Non, les gens se font peur pour rien. Ah bon, dites-nous, rassurez-nous. Mais écoutez, on dit que le Sénat pourrait être dirigé comme une manière de contrôler le président en exercice, le président de la République en exercice. Mais comment? Quels sont les moyens pour... Le président de la République, la Constitution continue de dire que c'est lui qui initie, qui décide et conduit la politique de la nation. Le Sénat n'a rien à y apporter. C'est le projet du président de la République qui est appliqué. Ensuite, si le président de la République, dans la mise en œuvre de son programme, venait à faire une erreur quelconque, ce n'est pas le Sénat qui va le juger. Il est dit dans la Constitution que le Sénat ne doit pas regarder, ne doit pas sanctionner le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil économique et social. Si quelqu'un doit mettre le président en difficulté parce qu'il n'aurait pas respecté son serment, il y a deux organes qui ont toujours été là et qui sont toujours là et dont les attributions n'ont pas changé. C'est l'Assemblée nationale et c'est la Haute Cour de justice. L'Assemblée nationale va voter la poursuite du président de la République, dit fouillez. Ce qu'on entend là, c'est pas bon, allez fouiller. Quand on va finir de faire le rapport, on va amener. L'Assemblée nationale va voter encore la mise en accusation. Et c'est quand l'Assemblée nationale vote la mise en accusation que le président de la République est obligé de céder même sa place pendant tout le temps où il va être jugé. Et qui va le juger? C'est la Haute Cour de justice qui va juger le président de la République. Et à la fin de cette procédure, si on n'a rien à lui reprocher, il reprend ses fonctions. Si on a quelque chose à lui reprocher, il perd définitivement ses fonctions et le vice-président termine son mandat. Où est le Sénat dans ça? Le Sénat n'est nulle part dans cette procédure-là. Donc comment on peut laisser les organes en charge de faire le contre-pouvoir? Vous savez, tout ce que je viens de dire, c'est normal en démocratie parce qu'on dit pouvoir et contre-pouvoir. Checks and balances. Donc on essaie d'équilibrer pour que personne n'ait des pouvoirs sans rencontrer
un autre pouvoir sur son chemin. C'est pour ça que le président de la République, on lui dit, attention, tu as prêté serment, on était tous là, tu as dit que tu vas faire les choses dans l'intérêt du pays, que tu ne vas pas voler l'argent du pays, que tu ne vas pas, etc. Donc, on te surveille. Si tu fais ça, voilà ceux qui vont ouvrir les enquêtes, voilà ceux qui vont poursuivre, voilà ceux qui vont juger. Il n'y a pas le Sénat dans tout ça. Donc pourquoi on va venir dire que le Sénat c'est contre le président de la République? Mais c'est le Sénat qui va en quelque sorte valider les lois. Non, pas du tout. Alors, oui. ces actes parlementaires de poursuite, de mise en accusation ne sont pas des lois. Donc il n'y a pas de deuxième lecture quand on veut poursuivre le président de la République. Il n'y a pas de deuxième lecture quand on veut juger le président de la République. Ce ne sont pas des lois qui sont votées. Le Parlement ne produit pas que des lois. S'il s'asseye, il peut voter des lois. Un test qui est là, il vote article tel, titre tel, etc. Mais dans le cas des poursuites, ce ne sont pas des lois. Et donc le Sénat n'a reçu aucun pouvoir. Non seulement il n'a pas reçu pouvoir pour apprécier les actes de poursuite ou de mise en accusation du président de la République, mais il a reçu interdiction de sanctionner le président de la République. Donc il faut aller chercher l'intérêt du Sénat ailleurs que dans la volonté de sanctionner ou de punir le président de la République. Et ailleurs, c'est plutôt l'accompagner. Mais on peut bloquer une loi, non? On peut bloquer une loi initiée par le président de la République. Le Sénat peut bloquer, non? Oui, mais est-ce que aujourd'hui, s'il n'a pas une loi, il est bloqué? Non. Qu'est-ce que notre Constitution a prévu? Les articles 108 et 109 de la Constitution disent, lorsque le président de la République considère qu'il y a menace sur la poursuite du bon fonctionnement des institutions, il peut prendre des ordonnances. Les plus anciens savent ce que c'est que les ordonnances dans ce pays. C'est parce que le président Talon, pendant les 10 dernières années, n'a pas utilisé une seule fois les ordonnances. C'est la première fois qu'on n'utilise pas d'ordonnances. Le président Segoula avait utilisé les ordonnances. Le président Kédougou a utilisé les ordonnances. Et le docteur Boniaï a pris beaucoup d'ordonnances pour soigner le pays. Donc, c'est parce que le président Talon, pendant les 10 dernières années, n'a pas utilisé les ordonnances que les gens ont oublié que les ordonnances... Il y a cette porte-là. Il y a cette porte pour que un président de la République qui a tenté de discuter avec le Parlement pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, qui croit fortement à quelque chose et qui n'a pas d'accord avec le Parlement, hier une chambre, aujourd'hui 2 chambres, il peut assumer devant l'histoire de prendre des ordonnances pour continuer. Donc il n'est pas bloqué dans notre droit constitutionnel. Les présidents évitent de faire recours à ça parce que ça peut, même si ça donne l'impression de régler un problème, ça peut créer une crise inutile dans le pays alors qu'on veut plutôt donner le sentiment de paix, le sentiment d'unité nationale. Donc le président Talon a montré qu'on pouvait gouverner sans prendre des ordonnances. Donc le Sénat, si pas extraordinaire, nous sommes dans les hypothèses d'école. Si par extraordinaire, un Sénat avait la mauvaise foi et devrait chercher à bloquer le président de la République, pas extraordinaire, le président de la République aussi a le pouvoir de contourner ce Sénat qui serait de mauvaise foi. Mais je ne crois pas à un seul instant, au regard des personnalités qui sont dans ce Sénat-là, qu'un Sénat serait de mauvaise foi dans notre pays pour obliger le président de la République à prendre des pouvoirs de mesures exceptionnelles. Ce que j'essaie juste de démontrer, c'est que le Sénat ne peut pas en définitive paralyser le président de la République de sorte qu'il ne puisse pas mettre en œuvre sa politique. Ce n'est pas possible, vu le choix de régime présidentiel que nous avons et les pouvoirs que nous avons mis entre les mains du président de la République, même si on ne souhaite pas qu'il les utilise tous. Parce que, par exemple, si vous regardez en droit comparé, il y a beaucoup de pays, regardez l'Iran et les États-Unis, ils se chamaillent tous les jours. L'un a l'arme nucléaire, l'autre est soupçonné d'avoir l'arme nucléaire, ils se provoquent, ils tirent dessus et tout, mais personne d'eux n'a jamais pensé à utiliser l'arme nucléaire. Et Israël aussi a l'arme nucléaire. Si quelqu'un parmi ces trois a utilisé l'arme nucléaire depuis, nous-mêmes qui n'avons rien à voir dedans, on serait tous affectés. C'est ça. Donc ce n'est pas parce qu'on a des pouvoirs ou des instruments de gestion de pouvoir qu'on y recourt. Et c'est pour ça qu'en relations internationales, les gens parlent beaucoup de dissuasion. D'accord. La dissuasion, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. On dit que la peur du gendarme est le commencement de la sagesse. C'est la dissuasion. Ah, j'ai des pouvoirs, mais ils ne sont pas illimités. Je ne peux pas faire tout ce que je veux. Ah, si je vais exagérer, des gens vont me honir devant le peuple. Ils vont montrer que j'ai tort. Ah, voilà jusqu'où je peux aller, etc. Et quand vous prenez le Sénat, justement, quand on regarde, chaque pouvoir doit avoir un contre-pouvoir. Et quand vous prenez le Sénat, le contre-pouvoir du Sénat, c'est l'ordonnance du président de la République. C'est-à-dire que le président de la République a des limites. L'Assemblée nationale a des limites. Tout le monde a des limites.
Même la Cour constitutionnelle a des limites. Donc le Sénat aussi a des limites. Et donc, quand on fait le tour du fonctionnement des institutions, on a chaque fois, à un moment donné, une autre institution qui peut activer quelque chose pour dire là, nous ne reconnaissons plus les sages qui doivent être ici, nous ne reconnaissons plus l'accompagnement qu'on attendait de ceux-ci, on ne comprend pas ce qu'ils sont en train de faire. Là, nous, on active tel autre volet pour sauver le pays. Et c'est l'histoire qui juge ceux qui vont faire recours aux mesures extraordinaires qu'on leur demande d'éviter au maximum. Donc, moi, je ne pense pas que le Sénat soit un organe pour empêcher le président de la République de gérer. Vous savez, il y a certains citoyens qui le disent allègrement, en prenant bien entendu exemple sur d'autres pays, des présidents qui ont passé la main à leur dauphin, après ça s'est mal passé. Donc, pour certains citoyens, c'est que le président partant, qui est parti d'ailleurs, le président Patrice Talon, a donc inventé le Sénat pour quand même garder la main d'une manière ou d'une autre. Que répondez-vous à ces personnes-là ? Le Sénat est un organe du Parlement. D'accord. Le président de la République gère le pouvoir exécutif. Bon, c'est clair. Et je vous ai dit, le président de la République, s'il veut exagérer, il trouvera les législateurs qui vont essayer d'encadrer ses pouvoirs, puisque il est une administration, son pouvoir réglementaire est limité par la loi. Donc on ira voter une loi pour dire voilà comment tu dois faire. Donc il y a une ligne rouge. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui lui disent ce que tu dois faire là doit rester dans tel cadre. Maintenant, même ce pouvoir qui appartient à l'Assemblée nationale et au Sénat est contrôlé par la Cour constitutionnelle. Les gens oublient ça. C'est-à-dire que si l'Assemblée et le Sénat se mettent ensemble pour vouloir bloquer le président de la République pour qu'il ne puisse pas faire certaines choses, la Cour constitutionnelle sera saisie et va dire ce que vous faites là, c'est contraire à la Constitution, parce que la Constitution veut que le président de la République ait les moyens de gouverner. Qu'est-ce que vous venez faire? Il y a eu une fois, par exemple, l'Assemblée nationale, une année, a voulu voter un budget pour avoir des salaires très élevés. Et ils ont dit, la Constitution a dit que nous sommes tellement autonomes que nous pouvons fixer notre budget comme nous voulons. Et ils ont voté, ils ont dit, tout ce que vous avez à faire, président de la République, c'est d'intégrer le projet de budget de l'Assemblée nationale dans le budget de l'État et nous donner tout ce que nous avons demandé. La Cour constitutionnelle a été saisie, la Cour constitutionnelle a dit non, Assemblée nationale. On a écrit autonomie financière, mais ça ne veut pas dire que c'est toi qui doit définir dans la totalité ce dont tu as besoin. L'autonomie financière dont on a parlé là, comprends ça comme autonomie de gestion. C'est-à-dire que tu dois t'entendre avec le gouvernement pour savoir ce qui est disponible dans les caisses pour que le reste du pays ait aussi les moyens de vivre. C'est ça. Vous, Assemblée nationale, vous n'êtes pas les seuls. La même chose peut arriver. Si l'Assemblée nationale et le Sénat se mettent ensemble pour voter une loi, pour étouffer le président de la République, pour l'empêcher, déjà la Cour constitutionnelle saisit par n'importe quel citoyen dans les 30 jours suivant la promulgation, la publication de la loi, ces gens, la Cour constitutionnelle peut déjà remettre les choses en marche. Si ça ne marche pas là, une autre fonction de la Cour constitutionnelle, c'est la régulation du fonctionnement des institutions. Si le président de la République dit « Moi, je ne comprends pas. Ils ont voté un test, moi j'ai interprété ça comme n'affectant pas ma capacité à faire telle chose. Je prends l'acte et on me dit que ce n'est pas tel. » La Cour constitutionnelle va être saisie pour dire « Je vais réguler le fonctionnement des institutions. » Quel est l'esprit du fonctionnement de nos institutions? Un régime présidentiel veut dire quoi? Ça veut dire que le président de la République a la latitude de mettre en œuvre ses moyens tant qu'il n'est pas en train de violer les droits fondamentaux de manière manifeste. C'est lui qui a l'opportunité, l'orientation qu'il veut pour déterminer et conduire la politique de la nation. Donc tous ces garde-fous-là sont là. Chacun a son contre-pouvoir. Chaque organe que vous voyez là a son contre-pouvoir. Même la Cour constitutionnelle a son contre-pouvoir. Parce que la Cour constitutionnelle, la limite de ses pouvoirs, c'est le jour où on dit « Ok, cette constitution, on n'en veut plus. On rédige une nouvelle constitution, on va au référendum et le peuple souverain décide. C'est lui seul qui n'a pas de contre-pouvoir. Le peuple souverain. Et si on veut faire un peu de philo et sortir du droit, on peut dire que le peuple souverain a aussi son contre-pouvoir. C'est Dieu. D'accord. Merci beaucoup à vous. On va donner la parole à nos auditeurs qui vont vous poser donc des questions ou opiner avec nous ce matin. Si le premier est là, on va le recevoir. Bonjour. Bonjour, Honoré Naoum. Oui, Liamini Koumagnon. Naoum. Bonjour, monsieur Badé. Bonjour, monsieur Lamidi. Oui. Moi, je dirais que est-ce que vous ne voyez pas cette
institutions pour se protéger parce qu'ils n'ont pas fait la déclaration. Monsieur Badé, tout le monde qui est émerveillé ou content, moi je dirais non. Monsieur Badé. Parce que... Vous avez votre radio allumée, c'est ça? Il y a un peu de sifflement là. Je dis monsieur Badé parce que les bonnes pratiques n'accompagnent pas les gens et ils sont ce qu'ils ne sont pas satisfaits des droits qu'en dites-vous. La libre circulation des personnes et de leurs biens, des parcelles arrachées injustement qui empêchent le social. Moi, je ne suis pas content. Je ne suis pas content du droit. Moi, je ne suis pas content du droit. Je dis parce que le droit n'est pas puissant et juste au Bénin. Les juges qui font appui de fonction, des huissiers, des avocats, des commissaires, des notaires, des greffiers, les experts géomètres volent et détournent les biens d'autrui. Tous les mots que vous utilisez là, est-ce que vous les pesez? Je les pèse, pourquoi? Je suis victime, monsieur. Si vous êtes victime, c'est pas pour ça que vous allez généraliser quand même. Partout, je dis, les noms que j'ai cités là, j'ai passé dans ces services. Dans tous ces services. Alors, qu'est-ce que vous demandez à l'invité? Allez direct au lieu de faire vous alliez des déclarations qui me font frémir un peu ici. Donc, je vous en prie. Non, ne soyez, au moment opportun, je peux vous apporter des preuves. Non, il n'y a pas de problème pour ça. Moi, ce que j'attends de vous, c'est votre question à l'invité. Donc, je dis, oui. Qu'en dites-vous, monsieur Badé, est-ce que, avec la digitalisation, nous pouvons reformer notre administration? D'accord. Et ça va suivre correctement. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Yamini Koumagnon. L'invité va vous répondre. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. D'accord. Sébastien Yonhosso, c'est ça? Voilà, Sébastien Yonhosso. Nous vous Monsieur écoutons. le professeur Gilles Badé, bonjour, tous mes respects. Bonjour. Je n'ai pas manqué l'église ce matin pour rien. En vous écoutant, je suis fier d'être béninois. Merci. Et je remercie la radio Cotonou pour être collée à l'actualité. Et mes préoccupations de ce matin, monsieur le professeur, tout le monde est en train de féliciter le gouvernement de son excellence, le président Romuald Wadayi, pour ses premières actions sociales qui donnent déjà des impacts positifs. Et moi, je vais dire que c'est la suite logique de tout ce qu'a fait le gouvernement de fin de l'ancien président Patrice Atala Guillaume Talon. Il faut le rappeler toujours. Ne pas le rappeler, c'est peut-être être ingrat, car la fondation est toujours difficile et lente, mais après la fondation, on montre seulement et ça va plus vite. C'est la raison et le bien fondé de la continuité que nous avons tous voulu de tous nos vœux. Mais il y a un problème au niveau de la santé, c'est le problème des dialysés. Qu'en dites-vous? Depuis septembre 2018, la prise en charge des dialysés a été arrêtée pour revoir une certaine chose. Mais jusqu'à l'heure où nous parlons, on ne sent pas encore quelque chose. C'était parti à l'Assemblée et tous les députés, toutes tendances confondues, ont relancé le gouvernement de reprendre cette affaire. Car le problème là est devenu un problème national et nous ne sommes pas volontairement malades. Et nous sommes tous des malades ambulants. Donc la prise en charge des dialysés doit être reprise par le gouvernement pour parfaire tout ce qu'il est en train de faire au niveau de la santé. Quand on parle de pronostic vital et autres. Et je vois que le gouvernement doit revoir cette affaire-là. Et comment, et pour finir, et les gens parlent de Sénat, mais à mon avis, cette institution fera quelque chose de bien. Vu les membres qui siègent,
Donc, c'est que la loi ne peut pas régler. Je crois que là, il peut s'entendre et se donner la main pour régler certaines choses dans le pays. D'accord. Merci. Bon dimanche à vous. Bonne journée à vous. Un autre intervenant, bonjour. Vous êtes là? Bonjour, Eugène Ouadillon. D'accord, nous vous écoutons. C'est toujours un plaisir d'être en contact avec le professeur Badé, imbattable en matière de droit. Moi, je vais m'appesantir sur le cas de la santé, parce que vous avez reconnu que le gouvernement fait beaucoup du côté de la santé. Certes, c'est vrai, il faudrait rendre à César ce qui est à Eugène et à Paul ce qui est à Jean-Marie. Professeur, il y a un dossier pour dialyser qui fait du bruit actuellement. Sans doute vous n'aviez pas eu vent. Une dame souffrant de dialyse chronique, la famille écrit au ministère de la famille et en parle. Joint les dossiers, le ministère de la famille affecte ça à un centre social pas loin du domicile, ils enquêtent. Ils demandent à la mairie de faire diligence. On adresse un certificat d'indigence qui, au CNHU, refuse ce certificat d'indigence au motif que c'est l'officiel. Moi, je n'ai jamais entendu un certificat d'indigence officiel. Donc, ça se prend au ministère de la Santé. La même famille écrit, joint tout le dossier au ministère de la Famille et au ministère de la Santé. Il y a un mois, c'est-à-dire 30 jours, depuis 30 jours, ce dossier est coincé au ministère de la Santé. Professeur Badé, j'ai le lot du dossier à ma possession. Je prends toujours l'effort d'investiguer avant de me prononcer. Et je défie qui me dirait le contraire. Professeur, voilà un dossier qui fait du boucan. Je vous trouve ça normal. Bon, moi je préfère m'en arrêter là, en attendant que on vient me contredire comme d'habitude. Bonne journée, professeur. Bonne journée à vous. Vous aurez la réponse de l'invité. Bonjour. Oui, monsieur Honoré Naoum, bonjour. Bonjour à vous. Oui, appelez-moi Taoufik Kouloupano. Nous vous écoutons. Voilà, je vous appelle depuis Godomekatien Nemboto. D'accord. Et moderniser les lois pour bâtir l'avenir. Le comité permanent de la commission de réforme du droit, officiellement installé par le président Wadaï, et le 28 juillet dernier. La partie qui m'a le plus intéressé, le jour-là, quand le président installait ce membre de comité-là, et je dois... D'abord, je remercie beaucoup votre invité pour les détails. Parce qu'il faut nous amener très souvent des personnalités, des professeurs comme celui-là pour que nous puissions mieux comprendre les choses dans la République. Ça, c'est très important. Monsieur et Benjamin Naoum, le président de la République, Ouada, il disait ceci. Et il a insisté à ce que, enfin, appeler les membres du comité à conduire leur réflexion dans un esprit d'ouverture et d'inclusivité, en associant experts, universitaires, société civile, ordre professionnel et autres acteurs concernés. Il a pour finir, avant de raccrocher M. Naoum, je continue un peu les propos du président. Il a assuré que le gouvernement mettrait à leur disposition des moyens logistiques, techniques et financiers nécessaires à la réussite de leur mission. Maintenant, ma question est celle-ci. Dès que le président il a insisté à tout cela, est-ce que demain, ce comité ne va pas être politisé ou on va dire non, lui, il n'est qu'un maître de conférence ou bien il n'est qu'un assistant. Et comme nous, nous les titulaires, c'est la raison pour laquelle on préfère le mettre d'abord de côté et c'est nous qui sommes professeurs titulaires qui allons se le faire. Il a insisté même à ce que la société civile aussi puisse travailler. Et on va mettre les moyens financiers. C'est pourquoi j'ai lu ligne par ligne les différentes phrases qui peuvent apporter la réflexion profonde à votre invité. Ça, il ne faudrait pas que demain on politise ce comité que
préside Noël Babidi. C'est ça que je veux dire. Merci. Je veux mettre l'accent sur ça. Les marabouts politiques aussi, nous, quoi. D'accord. Votre invité, je l'invite à me donner assez d'éclaircissement à ce niveau-là. Merci beaucoup. D'accord, Et bonne journée, merci. à vous. Merci beaucoup à vous. Quelqu'un encore là? Allô? Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Oui, bonjour. C'est Gapovi. D'accord, nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Je salue votre invité qui m'a séduit. Bonjour. En parlant de le Sénat. D'accord. Lorsqu'il m'a rassuré en me parlant de Madame Poyon, la doyenne d'âge, j'aimerais que cela soit expliqué correctement à la population béninoise. Parce que les Béninois que nous sommes, beaucoup sont inquiets. Et par rapport à cette institution qui est née, les Béninois sont inquiets en se disant que on veut avoir la main sur le président Romia Douadaï. Or, c'est réfléchi mal devant moi. Et je pense que votre invité vient de le dire. Ces 25 membres ou bien 24 membres-là, le temps qu'ils ont passé dans ce pays-là, le travail qu'ils ont effectué dans ce pays, je ne pense pas que c'est à la fin de leur carrière qu'ils vont venir encore bousiller tout. Donc, je veux rassurer au peuple béninois de savoir garder d'être serein, de savoir que ces gens-là vont faire un bon boulot. Ils ne vont pas nous décevoir. Je vais en donner cet apport-là. D'accord. Merci et bonne journée. Bonne journée. On revient au plateau. Merci beaucoup à vous. Merci à tous ceux qui ont pu appeler. On revient avec vous, professeur Gilles Badé. Vous avez écouté donc les intervenants. On commence bien entendu par Liamidi Koumagnon. Bon, les acteurs, c'est pour aller se protéger parce qu'ils n'ont pas fait de déclaration de biens. Vous répondez quoi à ça? Non, ça... Bon, c'est la loi la Constitution qui dit ceux qui doivent faire la déclaration de leurs biens à l'entrée ou à la sortie de leurs fonctions. C'est ça. Et souvent, on l'exige de ceux qui gèrent directement les fonds. Par exemple, tous les comptables savent que c'est important qu'on fouille dans leur vie parce qu'on veut savoir s'ils ont bien géré les fonds. Il ne me semble pas avoir lu dans une disposition quelconque que les membres du Sénat doivent déclarer leurs biens à l'entrée et à la fonction. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que la Constitution avait dit que un président de la République ne peut pas entrer en fonction sans déclarer ses biens à l'entrée et à la sortie. Donc, nous avons la chance d'avoir au moins 3 personnes qui ont déjà fait cet exercice de déclarer leurs biens à l'entrée et à la sortie de leur fonction. Et nous avons aussi des personnes qui ont eu à exercer aussi des fonctions ministérielles. Quand je regarde pêle-mêle, je vois ministre Noati, ministre Seydou, ministre Abraham Zinokwe, ministre Batoko, ministre Paul Hunkpe, ministre même Mathieu Kofi Nago, ministre Adidjatou Matis. Toutes ces personnalités-là ont déjà eu dans leur vie à faire leur déclaration à l'entrée et à la sortie de leur fonction parce que les tests leur exigeaient ça. Aujourd'hui, les sénateurs ne gèrent pas des ressources. Ils encadrent, ils donnent leur expertise, ils évitent que les jeunes générations ne fassent, ne fassent les mêmes erreurs qu'eux. Parce que ce n'est pas pour dire que les gens sont parfaits. Mais quand vous avez déjà vécu quelque chose, vous pouvez montrer la voie. Pour dire, voilà. Donc, qu'on n'ait pas prévu qu'ils déclarent leur bien à l'entrée et à la sortie, ce n'est pas aussi grave que ça parce qu'ils ne seront pas chargés de gérer directement les ressources sur ce point-là. Je ne sais pas quel autre point il avait. D'accord. Il a parlé aussi d'une frustration personnelle, parce que pour lui, il n'est pas satisfait de la manière dont on conduit le droit dans notre pays. Il dit qu'il n'est pas content. Okay. Abus de fonction. Il dit que est-ce que si on digitalise les choses maintenant, est-ce que cela peut réformer un tant soit peu le droit? Ok. Oui. Les juristes sont des médecins de la société, avec une spécialité donnée, parce que les sociologues aussi sont des médecins de la société. Et comme les médecins, ils ont des obligations de moyens.
C'est-à-dire, ce n'est pas des obligations de résultat. Ils doivent tout faire pour que les choses arrivent de telle façon, mais ils ne peuvent pas tout gérer, ils n'ont pas le contrôle sur tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, effectivement, il y a forcément des juristes qui ne sont pas de bonne foi. Il y a forcément des problèmes, quelques personnes au niveau de telle ou telle corporation qui pourraient avoir des dans la conduite d'un dossier. Dans la conduite d'un dossier qui pourrait avoir des déviations. Le plus important, c'est est-ce que les mécanismes pour mettre en jeu la responsabilité de ces personnes-là sont fiables, existent, sont réels. Est-ce que l'inspection des services judiciaires qui est chargée de la discipline des magistrats avec le Conseil supérieur de la magistrature, est-ce que ces organes-là fonctionnent bien? Et il donne raison encore, disons, à ceux qui ont pensé à la commission de réforme du droit. Si on regarde comment est-ce que l'inspection des services judiciaires fonctionne, comment est-ce que le Conseil supérieur de la magistrature fonctionne, et qu'on ne voit pas dedans des choses en mesure de discipliner les magistrats, mais les propositions vont être faites dans ce sens. De la même manière, pour tous les autres corps, ils ont leur propre ordre. Ils ont leur propre chambre, ils ont leur propre organe de discipline. Si à leur niveau, il ne peut pas dire qu'il n'a pas remarqué que depuis quelque temps, certains géomètres indélicats, certains notaires indélicats, certains huissiers indélicats ont eu maille à partir avec la justice, qui est pourtant leur maison. Ils ont été condamnés et certains sont encore en prison à la date d'aujourd'hui. C'est ça. Même avocat, on a vu la dernière fois un avocat célèbre qui a été condamné pour 7 ans, je crois, de prison. Donc ça veut dire que si on va aujourd'hui jusqu'à ce que les mêmes membres du corps judiciaire, certains parmi eux, les rares personnes qui ont des difficultés, et quand on fait des enquêtes et que ces difficultés sont avérées, on les met dans une procédure judiciaire et on finit par les condamner. Ils peuvent faire appel jusqu'à ce que la procédure s'achève et que ça devienne décision définitive. Donc, on ne peut pas dire que rien n'est fait dans ce domaine-là. Et on ne peut pas dire non plus que tout le monde est forcément propre. Donc, c'est tout à fait normal. Il faut juste être un peu optimiste, penser que comme ça a commencé et qu'on ne nie pas qu'il peut y avoir des problèmes, il faut souhaiter que les choses soient plutôt aillent toujours dans ce sens et que les gens qui ont des difficultés avec les personnes assermentées qui devraient être leur dernier recours, qu'on leur indique les voies à suivre pour que ces gens soient sanctionnés si jamais ils déviaient de leur tâche normale. Donc, il ne faut pas désespérer et nous avons la preuve que ça a commencé. Donc, on ne peut qu'inviter à ce que ce genre de choses soit poursuivi. D'accord. Merci beaucoup à vous. Sébastien Yokhosou, il a parlé de digitalisation. Ça oui, absolument. La digitalisation, c'est l'avenir. C'est même le présent déjà. D'accord. La digitalisation, ça permet... Regardez, si il avait des difficultés à avoir acte de certificat de nationalité, casier judiciaire, parce que les agents lui demandaient un peu d'argent pour lui sortir son dossier et tout. Aujourd'hui, il est derrière son téléphone, il est en ligne, il a un peu de momo dans son téléphone, il appuie tac, 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 et puis quelques temps après, son casier judiciaire arrive dans sa boîte. Donc ça aide beaucoup à éviter ces frustrations-là et à améliorer les choses. D'accord. Sébastien Yokhosou lui dit qu'il félicite le président pour le social. Il dit que la fondation a été donc bâtie par le président Patrice Talon, mais il focalise notre attention sur la santé et il demande votre regard sur le cas des dialysés. Et je pense que Eugène Ouaignon a abordé le même problème. Oui, comme je l'ai dit. Parce qu'on a le droit à la santé quand même. Bien sûr, il y a le droit à la santé. Mais je vous ai dit, le droit à la santé, c'est une obligation de moyens. La Constitution, comme les textes internationaux disent, que toute personne a le droit au meilleur état de santé possible. Oui, bien sûr. Au meilleur état de santé possible. On n'est pas Dieu. Vous ne savez pas comment Dieu a créé quelqu'un. C'est vous qui voulez garantir que la personne va faire 200 ans et ne va jamais mourir. Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Par contre, on doit veiller à ce que l'État mette tous les moyens qu'il a pour que ces personnes se portent bien. Mais l'État a une politique globale où il essaye de voir entre les différentes affections, entre les différentes choses, ce qu'il doit prioriser. Et nous avons été témoins de la réforme du secteur de la santé en mettant en place un certain nombre d'institutions, comme par exemple le CHIC aujourd'hui, qui permet d'éviter que les gens soient obligés d'être transférés à l'étranger avant de recevoir certains soins. Sur le problème des dialysés, je pense que je n'en suis pas spécialiste, mais je vois que les gens en parlent beaucoup. Je suis certain que les autorités en charge
sont à leur écoute et sauront prendre les mesures qu'il faut, le moment qu'il faut. Parce que comme je ne suis pas spécialiste de la question, je pense qu'ils ont tout à fait raison d'insister là-dessus. Quelqu'un a dit que nous sommes tous des malades ambulants. Nous prions les uns pour les autres pour que nous ne fassions pas face à ce genre de problème. Parce que quand il faut sortir beaucoup d'argent pour se soigner, les meilleurs qui ont mis de l'argent de côté, ils peuvent tenir peut-être 6 mois, peut-être 1 an. Après, eux-mêmes se retrouvent en difficulté. C'est ça. Donc nous prions les uns pour les autres pour que les autorités soient sensibles à tous ces plaidoyers que nous faisons et pour que nous aussi, nous ne nous retrouvions pas dans ces difficultés-là, mais nous restons positifs et optimistes sur le fait que tout ça trouvera une solution. Nous n'en sommes pas spécialistes, mais le souhait est que ces personnes soient écoutées. D'accord. Merci beaucoup. À vous, Théophile Clopalon, lui, il parle de modernisation aussi des lois. Il a parlé de la commission. Il a même cité le président de la République qui parle d'esprit d'ouverture, inclusivité, association des sommités quand même dans plusieurs secteurs, des moyens qui seront mis à disposition. Mais il craint la politisation au niveau de cette commission. Alors, bon, c'est difficile de s'engager pour les autres, mais quand on les connaît un peu, on peut s'engager. Je connais le président Noël Gbagidi. Ça a été notre professeur. Je le connais d'abord personnellement parce que pour avoir été un fils adoptif du professeur Julien Jean Kodiovi, j'en parle toujours avec émotion, beaucoup ne le connaissent pas, la jeune génération ne le connaît pas, il est décédé depuis 1995, paix à son âme. C'était un ancien directeur de l'ENA. Et le professeur Gbagidi était un de ses assistants. Et moi, jeune étudiant en droit, il m'a toujours parlé du professeur Gbagidi. Il me disait, il sera agrégé, il est très bon, il a fait l'Allemagne, il a fait, etc. Et j'ai eu à connaître le professeur Gbagidi quand il était directeur de la documentation et des études à la Cour suprême. Et puis après, quand il a pris la direction de l'École nationale d'administration, puis de la chaire UNESCO de droit de la personne et de la démocratie. À l'université et en droit, ce sont les personnes que nous considérons comme des modèles. Des références. Des références. Et partout où ils ont été, ils ont su gérer les choses avec la rigueur allemande. Lui, en tout cas, il a la rigueur allemande en plus. Il a su gérer les choses dans une certaine convivialité. Au point où aujourd'hui, vous allez à l'ENA, vous avez un amphithéâtre Noël Gbagidi. Vous allez à la chaire UNESCO, vous avez une salle Gbagidi, un bâtiment Noël Gbagidi, parce que les gens reconnaissent ces qualités-là. Je pense qu'il ne manquera pas de mettre en œuvre ces qualités pour suivre à la lettre ce que les tests ont prévu, à savoir associer les personnes concernées, que ce soit quand vous travaillez à la chaire UNESCO par exemple, vous associez les organisations de la société civile en matière de droits de l'homme. Il n'y a pas de raison qu'on n'associe pas les organisations de la société civile à la commission de réforme du droit, si c'est le professeur Noël Gbagidi qui le dirige. D'accord. Donc il n'y a pas à craindre pour la politisation. Hugues Akpovi, lui, dit Sénat, il faut continuer l'explication autour de cette institution. Moi je crois que, en général, les Béninois, ils aiment toujours se faire peur. Ah bon. Oui, en général. Est-ce que c'est pas à raison quand même? Oui, mais il faudrait que pour éviter des surprises. Oui, mais il faut que quand on est en train de se faire peur là, qu'on reconnaisse qu'on est en train de se faire peur. D'accord. Qu'on ne crie pas tellement fort que certains ont le souffle coupé déjà au moment où on est en train de se faire peur. C'est pour dire quoi? Les mêmes qui disent quelque chose aujourd'hui, le lendemain, vous les voyez 6 mois après, 1 an après, c'est eux qui disent tout le contraire de ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit quand le président Talon est arrivé? Si nous voulons prendre juste les infrastructures, le développement, qu'est-ce qu'on n'a pas dit les 2-3 premières années? On a dit, mais on est en train de chasser les gens des bords des routes, on ne sait pas pourquoi, on est en train de faire ça à Ocho, à Tali, 200 que la personne vend là, on est en train de l'enlever de là, on est en train de faire comme ça, et le petit qui vend c'est Achuta, ces trucs d'occasion là, le coin, on est en train de l'enlever. Et puis avec le temps, on a vu qu'on a fait de grandes voies. Les étudiants ne sont plus en train de tomber dans les trous pour aller chez les mécaniciens toutes les semaines. Ils ont de bonnes voies. Nous sommes en meilleure santé. Nous ne nous plaignons pas de coups battus, Zoro, tout ça. Là, on n'achète plus trop souvent parce que nous sommes en meilleure santé. Nous n'avons plus d'inondations comme par le passé, même s'il reste encore des choses qui sont en train d'être faites. Et nous avons tous apprécié. Et les gens qui veulent vendre, on leur a trouvé des lieux sécurisés, très jolis, confortables, où ils sont allés, on a fixé des prix.
prix, ils ont trouvé que c'est élevé, le président les a entendus, il a baissé les prix, ils sont bien installés. Tu vas acheter à Tchouta aujourd'hui, tu n'as pas à te cacher dans Misebo, tu vas dans un centre bien aéré où les gens vont te proposer les beaux costumes, les belles robes, les chaussures, ce qu'il faut. Donc il faut être patient. On a toujours en tête que la personne qui est en face ne veut rien faire de bon, on ne sait pas d'où ça vient, ça sent encore tout, pourquoi on dégage les gens, etc. Mais après on dit, mais vraiment, si c'est les routes là, si c'est la lutte contre l'inondation, si c'est l'espace pour travailler, même quand on dit qu'il n'y a pas le social, les gens, quand on voit les fleurs bien taillées, bien coupées, là, mais vous savez ceux qui ont fait jardinage, est-ce qu'ils peuvent dire que le président Talon et le président Wallen aujourd'hui ne les ont pas aidés? Ceux qui ont fait bâtiments et travaux publics, on en cherche, on n'en trouve même pas, on va dans les pays voisins pour trouver des gens, pour faire les routes et tout. C'est pas le social ça? Tous ces gens qui sont en train de faire les routes un peu partout, tous ces gens qui se lèvent chaque matin, qui s'habillent et qui vont arroser les fleurs, qui les coupent, ils ont un salaire. Toutes les personnes qui s'habillent le soir pour nettoyer les rues et le lendemain nous voyons que c'est propre, ils ont un salaire. Ils ne sont plus à la merci de tel chef service comptabilité de telle mairie, certainement pas celle de Cotonou, en tout cas c'est pas à moi de dire ça ici, ou d'autres mairies. Ils ne sont plus à la merci de tel ou tel. Ils ont un salaire, ils ont une sécurité sociale, ils travaillent. Écoutez, il faut être patient. L'institution vient d'être installée. Ça ne sert à rien d'être des oiseaux de mauvais augure. Il faut être optimiste. Si ça ne marche pas, nous serons toujours là par la grâce de Dieu pour dénoncer ce qui ne va pas. Parce que nous prenons le risque de venir dire qu'ils seront bons. Donc s'ils ne sont pas bons demain, on dira ils m'ont déçu. Mais pourquoi partir toujours du mauvais pied? Pourquoi penser toujours que c'est négatif? Donc moi je dis aux gens non. Relisez les choses. Il n'y a aucune possibilité pour ce Sénat d'empêcher le président de la République de faire son travail. Il est même dit clairement qu'ils n'ont pas sanctionné le président de la République. Et donc, c'est plus le côté aider à ce que les choses se passent bien que moi je vois. Et donc, sont-ils allés se protéger là? On verra bien les tests, mais un parlementaire a forcément l'immunité, mais il n'y a jamais d'immunité absolue. Si les autres parlementaires sentent que telle personne a vraiment déconné et qu'on ne peut pas le soutenir, ils peuvent lever son immunité et le laisser répondre de ses faits devant la justice. Donc, on avisera le moment venu. Alors, pour vous, quels sont les vrais enjeux aujourd'hui? Non, les vrais enjeux, c'est que chaque pays connaît ses problèmes. Chaque pays sait ce qu'il faut pour que ça marche bien. Nous avons eu une classe politique très agitée dans notre pays. Depuis les indépendances, on ne parle pas de celle actuelle. Entre 1960 et 1972, on a eu 10 présidents de la République. On a eu des vice-présidents, des vice-vice-présidents, des vice-ministres, des 3 présidents à la fois. L'un fait son premier mandat, l'autre vient dedans. On a eu tout. Et donc nous savons que nous avons un pays agité. On a eu quelqu'un qui a voulu nous discipliner, mais qui est venu dire que c'est le marxisme-léninisme ou rien, et qui a même dit dans la Constitution que on sera marxiste-léniniste jusqu'à notre mort. C'est ce qui a été écrit dans la Constitution de 1977. On s'est réunis, et ce sont eux-mêmes, en décembre 89, ils se sont réunis pour dire non, on va séparer le marxisme-léninisme de l'État, et puis nous allons vivre tranquillement. Appelons tous ceux qui sont à l'extérieur pour venir parler. Ils ont tous parlé. Même à cette conférence, quelqu'un s'est levé, il a fait peur à tout le monde. Il a dit, si vous ne laissez pas Kérékou tranquille, si vous dites que Kérékou va partir, moi je vais prendre le pouvoir ce soir même. Et les autres présidents disent, lui là, quand il dit ça comme ça, ça se concrétise toujours. Attention, et on l'a calmé. Tout le monde sait de ça, calmer tout le monde. Le président Kérékou, il semblerait qu'il aurait eu 2 discours. Un discours pour dire non au résultat de la conférence nationale, un autre discours pour dire oui. Et les gens étaient là, il est venu. Si c'est vrai qu'il avait 2 discours, il a lu le bon discours. Et tout le monde l'a applaudi. Il est parti, les gens étaient fâchés contre lui. On a parlé de Segman à fatigué, les jeunes ne savent pas. On dit Segman, les jeunes ne savent pas. On a parlé de ça fatigué, Petit Palais. On a dit tout ça sur Kérékou. 5 ans après, c'est encore lui qu'on est allé chercher. Et il a fait 10 ans. Et tout le monde était content de l'unité nationale. Donc nous les Béninois, on a toujours un côté où on aime se faire peur. Mais à la fin, ça finit toujours pas bien se passer. Continuez à prier, parce que moi, je ne suis pas Dieu pour être sûr à 100% de ce que je dis, mais continuez à prier pour nos dirigeants. Continuez à être optimistes.
optimiste. En tout cas, le technicien de droit que je suis, je n'ai rien vu de dangereux pour le président de la République dans ce qui a été fait. D'accord. Je vois plutôt un accompagnement. Donc restons positifs et laissons les choses se faire. On fera le bilan en son moment. Arrêtons de nous faire peur. Alors, la perspective, elle est heureuse, Oui, selon vous? c'est ce que j'invite les gens à être optimistes. C'est ça. Mais pourquoi penser que ça va être mauvais? Non. Aujourd'hui, le président Yaïboni, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi j'ai regardé un peu, il n'y a pas beaucoup d'espace de diversité. Moi je trouve que le Sénat reste le seul espace de diversité où je ne peux pas m'empêcher d'aller. C'est ce qu'il a dit. Oui. Et il est maintenant dans cet espace-là. Où les gens vont... Dans cet espace, je vous rappelle que plusieurs personnes ont appelé, par exemple, à revoir la situation des personnalités en difficulté à l'extérieur du pays ou en prison. Oui. Plusieurs personnes à l'intérieur. Le président André Mbedi, si vous voulez savoir. Oui. Le président Ousmane Batoko, si vous voulez savoir. Des gens ont parlé de ça. Président Robert Dossou, président Théodore Olo, à un moment donné aussi, ont appelé à ces choses-là. Et ils sont dedans. Et donc aujourd'hui, avec le président Yaïboni, tout ce monde-là, ils vont s'asseoir entre personnalités et en diriger ce pays. Ils vont regarder, ils vont parler, ils vont échanger. Et s'ils ont des suggestions à faire au président qui est là aujourd'hui, pour que les choses se passent de telle façon, ça sera fait. La gestion du pouvoir, c'est pas une affaire de 2 jours, d'une semaine. C'est vrai que quand les gens sont en prison, quand les gens sont en exil, c'est toujours très long. Et nous souhaitons que ça se passe vite. Mais je vous assure que ce débat-là ne manquera pas d'arriver dans ce genre d'instance et qu'ils aviseront le moment venu. Donc moi, je préfère regarder les choses de cette façon-là et être dans cet espoir, parce que c'est ce que nous disons aussi qui, sur le plan spirituel, nous arrive. Moi, je pense que nous avons un pays qui a la chance de bénéficier de l'expertise de ses anciens. Et nous croyons que c'est la sagesse qui les habite et que cette sagesse va faire du bien à ce pays. Moi, je suis optimiste. D'accord. Votre mot de fin? Oui. C'est-à-dire que quand nous faisons des réformes dans le pays, les réformes ont un esprit, ont des choses qui ont motivé ces réformes-là. Ne voyons pas toujours des soupçons, des suspicions, etc. Et même si des gens avaient pensé à des choses comme ça, parfois les institutions échappent même à leur créateur et deviennent autre chose. Des gens ont créé des choses. Oui. Je vous rappelle l'exemple du Sénégal. Le président Abdoulaye Wade avait mis en place une cour de répression des infractions économiques. Oui. C'est son fils qui a été le premier jugé par cette institution. Et son fils était ministre du ciel et de la terre, parce qu'il était ministre de tout. Il était ministre des Affaires étrangères, ministre de la coopération, ministre du social, ministre de tout. Et donc, vous voyez, ce n'est pas ce que vous pensez forcément au moment où vous mettez en place une institution qui arrive après. Que les gens soient patients et que nous prions les uns pour les autres dans ce pays. Moi, je reste optimiste et je dis, c'est ce que nous voulons là, qui nous arrivera. Moi, je veux du bien, je veux la paix pour mon pays. Je veux que tous les enfants du pays soient mobilisés pour la paix, l'unité nationale, le développement. Et je crois que nous devrions tous avoir cet optimisme-là. D'accord. Merci beaucoup à vous, professeur Gilles Ballet, professeur de droit public, expert et consultant en gouvernance démocratique. À nouveau, merci pour votre passage sur l'émission Franc-Parler. Fidèles auditrices et auditeurs, merci à vous aussi pour l'écoute et la participation à cette émission. Était à la mise en onde Ghislain Agbangba, à la prise de vue Job Chikpe et à la présentation Honoré Naoum. Gardez donc votre position d'écoute et je vous souhaite une bonne suite de programme sur nos antennes. Merci. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.